vulgaire. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode vulgaire de 2023. Parce que oui, messieurs, dames, on est en 2023 et on est à la compagnie du Café Théâtre en direct avec un public. Il y a 130 personnes. Vous pouvez vous auto-applaudir, messieurs, dames. Ouais, vous êtes dans un podcast. C'est trop bien. Bonne année 2023 à tout le monde. Et ben moi, franchement, je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour 2023. Moi, déjà, mon année, elle a bien commencé parce que j'ai appris un truc. J'ai appris, par exemple, qu'en fait, Vercingétorix, il était pas breton. Ouais, et je vais vous dire, grosse déception. Moi, je croyais, en fait, Vercingétorix, que c'était une vedette locale de chez moi, la Bretagne. Un gars qui devait être de ma famille lointaine, ou celle de Clovis. Genre un cousin éloigné, quoi. Sauf qu'entre les deux, il y a plus de 500 ans d'écart, et alors Vercingétorix, il était auvergnat, donc vraiment, rien à voir avec moi. Aucun rapport, aucun rapport. Alors moi, je m'en suis rendu compte parce que je voulais en savoir un peu plus sur la bataille d'Alésia. Je trouvais que c'était pas mal de commencer l'année avec un petit peu d'histoire de France. Surtout que moi, Alésia, je savais rien du tout de cette bataille. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Alésia, c'est une bataille qui a eu lieu entre l'armée romaine dirigée par Jules César, le mec de Cléopâtre. Caesar. Caesar ou César? Non, César. Je trouve ils sont intéressants, mais vous m'en graverez 4 blocs. Et donc, Vercingétorix, le mec de la moustache. On est en moins 52 avant Jésus-Christ. Jules César n'est pas encore le Jules César qu'on connaît. Il n'est pas encore directeur général du monde, mais il est consul d'une province qui se trouve au sud de la France jusqu'à l'Italie, en gros. Il a évidemment envie de conquérir la Gaule, comme dans Astérix et Obélix. D'ailleurs, en passant, il faut savoir que la Gaule, les Gaulois, tout ça, eh bien, c'est Jules César qui a décidé d'appeler les gens et les territoires comme ça. À l'époque, on parlait plutôt de peuple celte, avec des S à tous les mots. La Gaule, c'était donc en moyenne 12 millions de personnes, soit environ 200 groupes ou tribus qui pouvaient s'allier, se faire la guerre, mais qui, en gros, parlaient plus ou moins la même langue, avaient plus ou moins la même culture, vivaient au niveau de ce qui est aujourd'hui la France, un bout d'Espagne, un bout de Belgique, un bout d'Allemagne, d'Autriche, de Suisse, bref, en gros, c'était là tous les endroits où il y a des clubs de ligue de foot de la Ligue des Champions. Au bout d'un moment, Rome a commencé à vouloir étendre son territoire. Ils ont conquis plein de terres, comme l'Italie, l'Espagne et en gros tout le bas de l'Europe, autour de la mer, notamment Marseille, Nice, tout ça, vous voyez. Et pour mener cette conquête-là, ils ont fait des traités de non-agression avec des tribus celtes, comme par exemple les Arvennes. Et alors si je vous parle de ces tribus, c'est pas par hasard, notez bien ce nom, les Arvennes. En gros, ces tribus fermaient les yeux sur les conquêtes de leurs voisins par Rome, et en échange, Rome les laissait tranquilles. Donc les Celtes et Rome s'entendent bien. Rome fait même pas mal de commerce avec eux, et avec ceux qu'ils appellent les Gaulois notamment. Et par exemple, ils leur vendent du pinard. Parce que s'il y a bien un truc que les Celtes aiment faire, c'est se déboucher une amphore autour d'un bon sauciflard. Pardon, je me suis transformée en Fabien Roussel. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Mais si vous voulez, je peux aussi me transformer en Marc Lavoine. Déboucher un sauciflard en sirotant du pinard. C'est ça la Gaule, vendre des esclaves et tout un tas de pots. C'est ça la Gaule. Bon. Bref, donc en gros, Rome, ça commence à devenir un gros délos. À la base, c'était une république de niche, mais là, ça devient mainstream. Ça devient vraiment, vraiment gros. C'est genre YouTube, quoi. Au début, ils étaient 5 et maintenant, les gens font des millions de vues. Et César, il veut devenir le Squeezie de Rome. Le big boss. Mais pour ça, il doit faire le buzz. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Et ça tombe bien parce qu'on lui confie une mission. Il y a des peuples de Gaule qui commencent un peu à se friter et ils demandent de l'aide à leur pote Rome pour arbitrer tout ça et apaiser le bazar. Rome, qui accepte donc, envoie César qui, certes, règle les problèmes, mais qui en profite pour carrément s'installer et envahir la Gaule. Et là, on est en moins 58 pour situer. Et je sais bien que je situe rien du tout. Voilà. Non mais ça fait comme les gens à qui tu demandes ton chemin. Vous voyez le rond-point après la rue Simone Veil? Non. Ok, et ben en fait, vous savez où se trouve le coiffeur? Non. Bon, bah en fait, c'est juste... Enfin non, il y a une ou deux intersections à gauche. En fait, vous tournez 2 fois à droite. Non, pardon, en fait 3. Et en fait, là, vous allez tomber sur une auto-école. Et non, en fait, vous savez quoi? Le plus simple, c'est de continuer tout droit. On comprend jamais rien quand on nous explique les endroits qu'on connaît pas. Bon, bah ça fait pareil avec les dates du passé. On est en moins 58, à peu près, un peu après Lucie, mais quand même avant Clovis. Non mais vous savez que le plus simple, c'est... Enfin, voyez Jésus? Bon bah, une 50aine d'années avant sa naissance, et tout droit.
Bah merci pour l'info. Donc César s'installe et les Gaulois, ça commence à les saouler. Et ça, en fait, ça fait comme quand t'as tes parents qui viennent passer quelques jours à la maison pour t'aider avec les enfants. Au début, t'es content, puis rapidement, t'as envie qu'ils rentrent chez eux quand même. Hein. Donc là, les Gaulois, ils en ont ras la moustache de César, et il y a un mec qui se dit « Je vais nous réunir, nous, les Gaulois de partout, quel que soit notre bord, et ensemble, on va gagner contre le futur empereur !» En gros, il crée la NUPES, quoi. Enfin, la NUPIX pour les Romains. Et ce gars, c'est Mélo Vercingétorix. La République, c'est moi! Vercingétorix, c'est un gars de la tribu des Arvennes, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est probablement né à Clermont-Ferrand, c'est un fils de chef déchu, peut-être il était déçu aussi, cela dit. Et il avait pas mal d'ambitions militaires, et donc il a été formé dans sa jeunesse par les armées romaines, mais grosso modo, les Romains, ils ont dit « On s'en fout de toi et de tes ambitions !» J'ai même vu des documentaires où des gens expliquaient que Vercingétorix, il connaissait personnellement César, car ils auraient été contubernal. Attends, ça veut dire quoi, contubidule, là? Contubernal, ça veut dire compagnon de tante. Ça veut dire coloc, quoi. Et comme par exemple, Monica et Rachel de Friends, elles étaient contubernales. Voilà. Ou Marine Le Pen et sa meuf. Sa meilleure amie. Eh ben, elles sont contubernales. Bon, alors revenons à Vercingétorix. Pour info, Vercingétorix, il avait les cheveux longs, probablement blonds parce que les Celtes se teignaient les cheveux pour être blonds. Vraie info qui fait un peu nazi quand même. Et il avait une grosse moustache. Et en gros, pour moi, si vous voulez, Vercingétorix, il ressemble à Julien Doré en vacances. Donc Vercingétoto, il crée la NUPIX en envoyant des messages à plein d'autres peuples. Et donc tous ces peuples, dans un article que j'ai lu sur Kern.fr, il est indiqué, je cite, que pour être sûr de leur loyalisme, il exige, selon la coutume, que lui soient remis des otages qui serviront de garants. Yes. Comme dirait mon neveu de 2 ans, Roger. Tu veux dire mon fils? Oui, ton fils. Tu connais un autre Roger de 2 ans, en vrai? Non. Voilà. Donc Roger, il a dit, il y a pas longtemps, il a dit cette semaine à ma belle-sœur, Roger, il a pleuré. Ma belle-sœur, elle a répondu, oui, mais Roger, il a été courageux. Et il a répondu, yes. Il a 2 ans et 2 mois, et il dit déjà, yes, vous êtes dans la merde. Yes. Donc ils créent une coalition, et ils ont une première victoire à Gergovie, à 15 km de Clermont-Ferrand, qui à l'époque ne s'appelle pas Clermont-Ferrand. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, Gergovie, c'est devenu une ville qui s'appelle La Roche-Blanche, donc rien à voir. Mais en tout cas, à Gergovie, les Romains battent en retraite, et Vercingétorix qui se dit « Chais! Vous vouliez pas de moi, mais regardez comme je suis un chef de guerre de génie, bande de bolos !» Bon, alors les Romains, certes, ils sont deg d'avoir perdu, mais ce qui les frappe encore plus, c'est que leurs adversaires portent des habits étonnants qui enveloppent les jambes. Mais ils portaient des pantalons, et ça, les Romains, ils sont sur le cul. Donc les Celtes, ils décident de poursuivre César, mais après des combats à Dijon, eh bien les Gaulois, ils sont à leur tour obligés de battre en retraite parce que les Romains gagnent, et donc ils se réfugient dans le lieu le plus proche et apparemment le mieux aménagé, Alésia. Alésia, donc c'est dans la Bourgogne actuelle, et c'est une ville qui s'appelle maintenant Alise-Sainte-Rose. Enfin, la plupart des archéologues le pensent. Pas tous, mais une grosse partie, je vous raconterai après. Vercingétorix s'y réfugie avec 80 000 hommes, et c'est le lieu idéal selon lui parce qu'Alésia, c'est un oppidum. C'est quoi un oppitruc? Eh ben, un oppidum, c'est un village fortifié en haut d'une colline dont les défenses ont été renforcées par l'homme. Il choisit aussi ce lieu, 1, parce que c'était pas loin, normal. 2, parce qu'il y avait beaucoup de provisions dans la ville, des sources, des puits, tout ça. Et 3, parce que, en gros, les falaises qui entourent la ville sont tellement hautes et raides que la ville est imprenable. Et effectivement, ça l'est. Le siège va durer près de 2 mois. Des 2 côtés, les Gaulois et les Romains, ils s'organisent. Les Gaulois, ils montent des remparts et ils envoient des messages aux autres peuples celtes et leur stratégie, c'est de les attendre. On attend quand même 200 000 personnes. De leur côté, les Romains, eux, ils disent vous êtes reclus sur la colline, et bah vous allez y rester. Alors c'est marrant que tu fasses un Romain, parce que comme tu t'appelles Romain... Tu dis ça parce que t'as fait Marine Le Pen tout à l'heure? Et la stratégie des Romains, c'est de faire un blocus. Les Gaulois ne pourront pas sortir. Et pour faire ça, ils font 2 trucs. 1, ils s'installent sur 2 collines de part et d'autre d'Alésia. Et ça leur donne une vision générale sur tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que je suis très claire là-dedans ou pas? Ouais, ok. Une colline est menée par César et l'autre par un de ses lieutenants. Et 2, ils montent des palissades, des lignes fortifiées autour d'Alésia. Et c'est ce qu'on appelle la technique Donald Trump. On fait des murs. Et donc, en fait, en faisant ça, ils entourent Alésia. Il y a une première ligne de palissades en bois qui empêche les Gaulois de quitter l'oppidum et une seconde qui protège les Romains d'une éventuelle attaque d'alliés. Et eux, ils vivent entre ces 2 murs. Ils montent un camp.
Alors évidemment, ils font pas que des murs, ils montent aussi des tours d'observation, ils creusent des fossés, et pour soutenir le siège, eh bien, ils installent des pièges un peu partout. Ils laissent un peu partout des pointes en métal sur le sol, comme des sortes de clous, des branchages pointus qui empêchent d'attaquer à cheval, et ça s'appelle des lilias. Et au départ, les Gaulois, très chics, ils décident de faire sortir femmes, enfants et vieillards afin qu'ils se dirigent vers les lignes ennemies et se constituent monnaie d'échange pour avoir des trucs. En fait, on sacrifie, je cite, les bouches inutiles. Yes, comme dirait Roger. Yes. Le truc, c'est que vous vous doutez bien que si les Gaulois s'en foutent des femmes et des enfants, César, il s'en carre encore plus le cul. Donc, il veut pas d'eux. Ces bouches inutiles retournent donc vers l'oppidum, mais ils retrouvent les portes d'Alésia fermées. Et tous ces gens, eh bien, ils vont mourir en errant dans les fossés. Bonne ambiance. Exactement. Le siège, il dure 2 mois. Enfin, l'armée de secours de Vercingétorix finit par arriver au bout de 2 mois. C'est une énorme bataille. Il y avait 300 000 personnes, il y avait beaucoup d'armes, des chevaux, c'est un truc de ouf. Et au départ, les Romains, menés par César, commencent par perdre, parce qu'il faut savoir que les Gaulois, ils sont forts. D'ailleurs, pour info, les Gaulois, ils n'avaient pas de casque avec des ailes, vous savez, comme dans Astérix. Non, ils avaient des casques qui ressemblent aux casques que portent les Romains dans Astérix, c'est-à-dire, vous savez, qui protègent les joues, là. Ils portaient des côtes de mailles, ils avaient des lances, des boucliers, notamment parce que les Gaulois étaient super forts dans tout ce qui était les métaux. Là, c'était leur truc, quoi. Et aussi, c'est une armée très mobile et très rapide. Mais le lieutenant de César, qui est sur une colline... C'est un peu long, mais ça va venir. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont kiffer. Presque fini, il reste 4 pages. Et... Les armées romaines, elles sont plus lentes, mais elles sont très très efficaces aussi. Au début de la bataille, personne ne gagne, et César, pour motiver ses troupes, il va carrément leur parler directement. Les Gaulois, ils n'arrivent pas à briser ce blocus, alors au bout d'un moment, Vercingétorix, qui a à peu près 30 ans, eh bien, il voit bien que les Gaulois, ils vont pas gagner, donc il décide de se rendre en y allant à pied et non à cheval, et en déposant ses armes devant César. Enfin, ça, c'est ce qui est raconté, parce qu'en vrai, on a peu de traces. Tout ce qu'on en garde, d'ailleurs, c'est beaucoup par le récit de César, dans son livre « La guerre des Gaules », qui pourrait d'ailleurs être un très très bon titre de film porno. Mais je vous assure que j'ai regardé sur Internet, et j'ai pas trouvé. C'est vrai. Et dans la guerre des Gaules, bon, il y a César, il a peut-être pris quelques libertés sur ce qui s'est passé. C'est comme il y a que lui qui le raconte, on sait que sa version, quoi. Mais j'ai vu une histoire qui disait que oui, bon, on dit qu'il a déposé ses armes au pied de Vercingétorix, mais en vrai, il les a probablement juste lancées au-dessus de la palissade, ce qui est quand même moins héroïque, je trouve. En tout cas, Vercingétorix, il est fait prisonnier, on l'exhibe un peu pour montrer la victoire de César, et il sera exécuté 6 ans plus tard. La plupart des prisonniers gaulois seront mis en esclavage à Rome. En gros, la France, t'as l'année du mondial où Zidane a mis le coup de boule à Materazzi, eh bien, elle perd contre l'Italie. Non, du coup... Non, pardon. Cette défaite gauloise met fin à la Gaule, et on estime que c'est le point de départ de la civilisation gallo-romaine. Pendant longtemps, on n'a pas retenu vraiment Vercingétorix, mais Napoléon III, que vous connaissez... Eh bien, en fait, à un moment, il a eu besoin, vers 1850, de trouver des figures fortes pour rallier les Français à lui. Eh bien, il nous a ressorti Vercingétorix et Alésia du placard. Il a même fait organiser des fouilles archéologiques pour qu'on trouve où était Alésia. Et il y a eu plein de fouilles qui ont été organisées et même complétées en 91 et 97 par une équipe franco-allemande. Et en fait, là-bas, on a trouvé des armes, des monnaies gauloises, romaines, des objets en céramique. Et un peu de sucre en poudre? Non. Ah? Bon. Et aussi, on a réussi à prouver qu'Alice Sainte-Reine avait été Alésia parce qu'il y a eu des prises de vue aériennes et la localisation des fossés et fortifications qui collent avec les descriptions faites par Jules César. Ouais, c'est un peu lourd. Mais au fur et à mesure du temps, il y a eu des querelles. Il y a plein de gens qui estiment que Alice Sainte-Reine, c'est pas le bon endroit. Genre Franck Ferrand, je sais pas si vous voyez, l'historien des mamies. Voilà. Lui, il pense que c'est pas là, mais bon, quand même, la majorité des spécialistes pensent que c'est là-bas. Et alors, moi, j'ai pas d'avis, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, il a ressorti Vercingétorix de son chapeau, Napoléon III, parce qu'en fait, il voulait montrer qu'on pouvait perdre pour une bonne raison. Voilà. Et donc, en gros, selon lui, Vercingétorix était un héros, oui, mais sa défaite a servi à entrer dans le monde moderne avec la Gaule, qui est donc devenue, à partir de la bataille d'Alésia, la Gaule est devenue gallo-romaine. Voilà, après Alésia, ça n'a pas été délaissé. Voilà, les Romains, ils en ont fait une ville moderne qui a disparu au IVe siècle. Voilà, il y a encore des fouilles là-bas, il y en a beaucoup, mais on y trouve encore vachement de trucs, donc je trouve ça fou. Voilà. Bah écoutez, ça c'était Alésia, mais en vulgaire et à la compagnie du Café Théâtral. Donc merci 1000 fois de m'avoir permis d'enregistrer en live cet épisode. Merci 1000 fois d'être venu au spectacle. Vous étiez formidables. On peut boire des coups à côté. Gros bisous. Merci d'avoir été là.
sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.